Mesdames et messieurs, nous allons donc parler des déserts médicaux. Et c'est un thème récurrent, si je puis dire. Récurrent en ce sens que ça fait belle lurette que les villes pompent le monde. Quand je regarde au moment de début du néolithique, Jéricho, en Cisjordanie, avait déjà 2000 habitants. En moins 1750, Babylone était créditée de 65 000 habitants, puis Alexandrie 150 000, Athènes 200 000. Aujourd'hui, nous sommes 4 milliards d'humains qui habitons les villes. Sur les 7 milliards 300 millions, 55% des hommes et des femmes sur cette terre habitent les villes. Les déserts ne sont pas des déserts de campagne, ils sont aussi des déserts de villes, de centre-ville et de banlieue. Et les politiques n'ont jamais réussi, en tout cas dans notre pays à ce jour, parce que dans d'autres pays, comme on le voit, et grâce à l'expérience du Minas Gerais qui est superbe, les choses ont été beaucoup plus vite. Et j'en discutais avec le professeur Nbaye juste avant, qui avait fait sa conférence. Je lui disais, vous savez, c'est incroyable de voir que chez nous, on a le fric et les moyens, on refuse de les utiliser. Vous n'avez ni fric ni moyens et vous captez tous les éléments pour faire de la bonne médecine. Le monde à l'envers. Et ces politiques, quand on regarde, en France, effectivement, dès 1793, la Convention avait lancé les premiers officiers de santé, mais qui n'avaient aucune formation. C'était un désastre et c'est le premier consul Bonaparte qui, en 1803, va les obliger à passer un examen et à exercer dans un cadre donné à l'intérieur d'un département. Les derniers, je le rappelle, il y en avait encore 112 en 1936. Et à l'époque, en 1800, il y avait 10 000 médecins en France pour près de 30 millions d'habitants. Nous sommes 226 000 pour un peu plus du double, et ça ne marche pas. Donc il faudrait se poser 3 questions, nous reverrons. Quid des causes, on va en parler tout de suite, et ensuite, quels moyens faire pour réorganiser le business médical, prenons le terme tel qu'il est, de façon à ce que les populations puissent avoir accès le plus rapidement possible et avec la meilleure qualité possible en termes de prévention et de soins. Alors je vais demander aux orateurs de la table ronde de se présenter eux-mêmes. Voilà, tout à fait. Pierre Merle. Ça marche, oui. Voilà. Donc, Pierre Merle, moi je suis médecin généraliste, je suis installé en Lozère depuis 35 ans dépassés. Et donc, dans le cadre d'aujourd'hui, moi je parlerai plutôt de la télémédecine que je pratique avec le CHU de Nîmes depuis 10 ans. Voilà. Merci. Bien, je suis le docteur Patrick Bouet, médecin généraliste en Seine-Saint-Denis et président du Conseil national de l'Ordre des médecins, l'organisme donc qui aujourd'hui rassemble tous les professionnels. Et je crois que nous interroger sur la formation et ce que l'on cherche à faire des médecins que l'on forme est probablement une question assez fondamentale pour permettre d'avancer dans cette réflexion. Bonjour, je suis Franck Bodino, je suis médecin et j'ai créé une société il y a quelques années qui s'appelle H4D pour confronter à la problématique des déserts médicaux dans mon activité. J'ai inventé les premiers cabinets médicaux connectés qui, intégrés dans un parcours de soins et en collaboration avec les médecins et les professionnels locaux, permettent de répondre en partie et d'être une brique de réponse à la problématique des déserts médicaux. Bonjour, je m'appelle Guillaume Delurat, je suis influenceur dans la e-santé et je ne suis pas médecin mais je suis patient. Je suis originaire des Limites de l'Auvergne et de la Bourgogne et je m'intéresse beaucoup au développement de la e-santé. Et je me suis aperçu que ma région, comme beaucoup de régions en France, était un désert numérique. Et je me suis dit que toute cette évolution de la e-santé qui va de la télémédecine jusqu'aux objets connectés ne pourra pas avancer si on n'a pas non plus un désert numérique. Et donc, il fallait qu'on soit connecté en dehors après des autres questions réglementaires. Donc, j'ai monté une université d'été des déserts numériques et médicaux pour dire que c'était la double peine. En fait, on ne pouvait pas résoudre des déserts médicaux si en plus il n'y avait pas de réseau. Oui, vous êtes présenté. Voilà, merci. Jean-Louis Touraine, médecin universitaire à Lyon et député, membre de la mission parlementaire pour proposer des solutions pour résorber les déserts médicaux. Comme cela vient d'être dit, les déserts médicaux sont souvent aussi des déserts numériques, mais parfois même des déserts tout court de différents services publics. Et la solution est probablement d'élargir la recherche à compléter l'offre, bien sûr d'abord de médecins, généralistes et spécialistes, mais aussi de différents autres services qui vont avec. Parfait, merci. Donc, premier thème, en bon médecin, je dirais,
le diagnostic. Quelles sont les causes majeures? Et là, je m'adresse d'emblée simplement au président du Conseil de l'Ordre et aux députés déjà, et tout le monde pourra participer. Vous levez la main, vous me dites. Quelles sont les causes majeures de ces déserts? Les causes sont nombreuses et si on regarde dans l'histoire, il y a souvent eu des déserts médicaux et parfois même dans les territoires qu'aujourd'hui on voit désertifiés. Mais ça s'est aggravé, c'est indubitable. Ça s'est aggravé déjà avec l'urbanisation qui a délaissé certains territoires. Ça s'est aggravé par l'insuffisance de la démographie médicale, même si aujourd'hui nous avons un nombre relativement important de médecins. On sait que dans les prochaines années, on en aura moins en France et insuffisamment. Donc l'augmentation du numerus clausus a trop tardé. Et puis les nouvelles pratiques de nos jeunes confrères, il faut en tenir compte. Et il ne faut pas avoir la nostalgie des anciennes pratiques. Les jeunes médecins, autant les garçons que les filles, ne veulent pas exercer seuls dans un village comme les générations précédentes, veulent exercer en groupe, veulent exercer avec un emploi du temps qui est mieux défini, le respect de leur vie professionnelle, mais aussi de leur vie familiale et privée. Et donc toute cette organisation qu'il faut développer avec les nécessités du XXIe siècle, reconnaissons que nous avons tardé à en prendre toute la mesure. Oui, j'irai un tout petit peu plus avant en disant que qu'est-ce qui explique aujourd'hui les déserts médicaux? C'est probablement parce que l'on a construit le système de santé français sur le principe de l'établissement, quel qu'il soit d'ailleurs, pas forcément en regardant uniquement l'établissement hospitalier, que toute la logique du système de santé français a été de regarder vers l'établissement et d'investir vers l'établissement et finalement de ne pas regarder ce qui structure aujourd'hui l'accès aux soins, c'est-à-dire la diversité et la proximité. Et nous sommes en train de faire l'apprentissage d'un douloureux réveil, c'est que l'hypercentralisation par établissement ne répond pas à la demande de proximité. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, ce réveil douloureux amène à se réinterroger sur pourquoi, comment et dans quel objectif forme-t-on aujourd'hui des médecins et surtout, puisque tu parlais de Jéricho, de se rendre compte que les nouvelles technologies, ça va être les trompettes de Jéricho. C'est-à-dire celles qui vont déstructurer totalement cette vision par établissement et par concentration pour ouvrir à nouveau à un modèle de proximité et de capacité à intervention. Vous en faisiez une très brillante démonstration à l'instant. Ce qui m'intéresse dans le Minas Gerais, c'est que vous êtes capable de déléguer, d'utiliser tous les outils de la modernité. Nous, en France, nous restons dans un système figé où l'infirmière et licenciée a le droit de faire un nombre de gestes donnés et pas plus, touche pas sur tout. Et que là-dessus, moi, je suis de ceux qui, contrairement à ce que vient de dire Jean-Louis Touraine, je pense qu'il faudra moins de médecins et beaucoup plus de personnel niveau licence et master pour assurer des tâches qui n'ont pas besoin de 12 ans d'études pour être exécutées. Qu'est-ce que vous en pensez ? Oui, il faut réinventer effectivement le métier de médecin et diversifier les choses. On a aussi lancé, mais pas suffisamment vite et efficacement, toutes les pratiques avancées. Alors c'est bien évidemment très différent de ces officiers de santé de l'époque napoléonienne qui ont abouti à créer des Monsieur Bovary dont on voit bien les carences. Donc c'est pas du tout cela, mais c'est dégager le médecin effectivement de tout un tas de tâches qui ne nécessitent pas 10 ans d'études et que les actes soient effectués par des infirmières avec pratique avancée, par d'autres professionnels de santé, etc. Bon, en même temps que ce transfert des tâches à d'autres professionnels de santé, il y a aussi le transfert de toute l'activité bureaucratique à d'autres personnes. Si le médecin généraliste français suit moins de malades que le médecin généraliste allemand, c'est pas qu'il est moins performant, ses horaires sont plus importants. Mais il passe trop de temps à des tâches bureaucratiques dont il n'est pas assez déchargé. Et ceci doit être transféré à des gens dont c'est l'activité. Mais j'adhère au fait que le médecin de demain n'aura pas forcément besoin d'être beaucoup plus nombreux si on est arrivé efficacement à lui enlever toutes les tâches non strictement médicales. Dans le Minas Gerais, le fait d'avoir des personnels non médecins, ça a créé un problème avec les médecins?
In Minas Gerais, we have, as in our Brazil, what's called a family health strategy. Au Brésil, on a ce qu'on appelle la stratégie de la santé familiale. Vous avez un médecin, une infirmière technique, et 5, 6 ou 7 aides soignantes de proximité. C'est un travail d'équipe, le travail est partagé. Vous avez le soutien des psychologues, des kinésithérapeutes, d'un groupe multidisciplinaire pour ces équipes de santé familiale avec le soutien de tous ces professionnels. Nous essayons d'avoir un rôle plus clairement défini de ces différents acteurs de la santé, mais nous avons encore des questions d'ordre juridique à régler. Par exemple, il y avait une aide-soignante de proximité qui n'avait pas le droit de prendre la tension artérielle du patient. C'est une évolution très récente. Là, maintenant, l'aide-soignante peut le faire. Ou vous pouvez vous rendre en pharmacie pour acheter un tensiomètre pour mesurer votre tension artérielle vous-même. Alors, la législation a mis du temps à se mettre au jour, mais le rôle de l'infirmière dans cette équipe de soins de santé primaire est un rôle très important. Bon, nous avons une zone territoriale, il y a une carte, vous pouvez vous rendre dans les unités, vous voyez les différents patients, vous avez les femmes enceintes, les hypertendus, les personnes atteintes de pathologies psychiatriques. L'infirmière doit s'occuper de ces personnes-là. Mais pour les déserts médicaux, il faut penser au déplacement de différentes activités ou de tâches. Il faudrait penser à un système de partage et d'intégration. On pourrait le faire au Brésil et je suis sûr que vous pourrez le faire ailleurs. En 1983, il y avait 13 000 praticiens hospitaliers. Aujourd'hui, ils sont 45 000, on en a injecté 10 000 tous les 10 ans et c'est toujours le bordel. Je suis désolé de parler ainsi, mais c'est quand même incroyable de voir qu'on est dans un manque d'organisation et de prospective à moyen terme qui est désolante. Qu'est-ce qu'en pense Pierre Merle? Pardon. Merci. Oui, moi j'ai une idée. D'abord, le diagnostic, vous disiez, M. Valenciennes, donc le diagnostic, que deviennent les étudiants quand ils ont fini leurs études? Donc, sur 100, il y en a 30% qui font que des remplacements. Il y en a 50% qui cherchent un poste salarié. Et puis, il y a les 10% qui disparaissent dans la nature. Alors, ils cherchent un poste salarié parce qu'ils n'ont pas envie de s'installer, ce qu'on a expliqué, qu'ils n'ont pas envie de gâcher leur vie de famille, que la féminisation de la profession, puis il y a 70% de filles, fait qu'il y a moins un désir de travailler 70 heures par semaine et donc plus se rapprocher plus près des 35 heures. Et alors, moi, ce qui me choque, c'est depuis la loi de 2010, il a été créé des postes de médecins coordonnateurs en établissement pour personnes âgées dépendantes, en EHPAD. Donc, ces postes de coordonnateurs sont pris d'emblée par certains étudiants qui finissent leurs études, qui échappent aux soins, donc, et ils deviennent administratifs purs et durs. Donc ces postes-là ont été créés. Donc en fait, je pense que c'est l'État qui s'est tiré lui-même une balle dans le pied. En créant ces postes, on a empêché les jeunes d'aller vers les soins. Et donc de fait, il y a une déperdition. Et alors, moi je le vois dans mon territoire de Lozère qui est en désertification. Donc au fil des années, on voit les médecins soit... les médecins qui atteignent la cinquantaine, qui deviennent coordonnateurs, qui arrêtent les soins. Donc moi j'en ai vu plusieurs dans mon secteur. Donc à un moment on s'était retrouvé à 3. Il y a 10 ans on était 3 médecins. Il y en a qui avaient fui, donc devenir coordonnateurs dès les années 2010. Alors moi je pose la question, est-ce que c'est vraiment logique, après 10 ans d'études, de devenir administratif pur et dur, d'élaborer des GIR, de déterminer des pathos pour voilà. Est-ce que ça ne devrait pas être délégué à des infirmières? Tout à l'heure, vous parliez donc de la délégation de tâches, et je pense que c'est une des voies, et surtout pas empêcher les médecins de faire du soin, ou leur permettre de ne pas faire de soins pour pouvoir travailler 35 heures. Je pense que ça, c'est un des problèmes très très importants, et je n'en entends que très rarement parler de ces postes de coordonnateurs en EHPAD. Guillaume de Duras, quel est votre regard? Je réagissais sur plusieurs choses. La première question sur l'attractivité, c'est quelque chose que j'ai
abordé directement à la campagne quand on a fait vraiment entre l'Allier et la Nièvre. Et donc en fait, ce qui est remonté du terrain, c'est-à-dire des services départementaux qui cherchent aussi à travailler sur remplir les murs d'une maison de santé, parce que tout le monde construit des maisons de santé, mais elles sont vides. Ils ont mis en cause notamment la responsabilité des médias nationaux qui donnent une très mauvaise image de la province. Et c'était assez étonnant parce que je ne pensais pas que ça allait sortir, et ça faisait partie des arguments qui sont sortis. Ensuite, il y a des gens, effectivement, j'ai rencontré des infirmiers qui ont des formations en télémédecine, mais qui ne peuvent pas l'exercer. Et d'un autre côté, de manière extrêmement pragmatique, dans des territoires, enfin, je pense de l'Allier, la Nièvre, le Cher ou la Lozère, je pense qu'on a un peu cassé ce système. Moi, je suis médecin, donc je suis notable, et vous êtes infirmière, et à ce moment-là, autre chose, et qu'on parle beaucoup plus, et on délègue beaucoup plus un certain nombre d'actes. En tant que patient, il y a autant de médecins qui m'ont sauvé la vie que d'infirmières. Franck Bodino, qui est demandeur de cabine? Ça m'intéresse. Quel est le marché au sens de la demande vraie, en France et à l'étranger? Alors avant toute chose, les patients qui veulent être soignés et à qui on va pouvoir proposer une solution qui a des limites, mais qui, lorsqu'elle est bien utilisée par les professionnels, rend beaucoup de services médicaux et donc de soins. Les premières personnes auxquelles on s'adresse donc, sont avant tout les patients. Maintenant, qui fait appel à nous dans le cadre des maillages sanitaires territoriaux que l'on met en place, dans le cadre de cette organisation des soins? Ce sont généralement les associations de patients, les élus locaux, qui sont confrontés à cette problématique, pour lesquels ils doivent répondre à des patients la nuit, les week-ends, lorsqu'il n'y a pas de professionnels sur le territoire. Et après, l'information est relayée aux collectivités territoriales, les départements, les régions. Mais la chose qui est importante à comprendre, c'est que la télémédecine, ce que l'on fait aujourd'hui, ne sera qu'une brique de la réponse dans le cadre d'une organisation des soins. Maintenant, je voudrais, si vous me permettez, revenir sur ce qui a été dit avant. En effet, il y a probablement des postes à réallouer pour les médecins, ça j'en suis absolument convaincu. Mais il y a aussi une nouvelle attente de la part des professionnels, et nous, on le voit au quotidien. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de médecins, et on se rend compte que, ça va peut-être vous faire sourire, on remet au travail certains professionnels, en leur proposant un mode d'exercice qu'ils n'avaient pas l'habitude d'avoir. Ce que nous, on demande par contre pour les médecins qui s'intègrent dans le réseau que l'on constitue, c'est de continuer à avoir une activité, qu'elle soit libérale ou hospitalière. Mais on voit beaucoup de femmes, et ça va très rapidement intéresser les hommes aussi, de pouvoir démarrer à une certaine heure, finir à une certaine heure et avoir des tranches de consultation. Et ça, c'est très nouveau, je crois, dans la pratique médicale. Est-ce que les entreprises sont friandes de ces cabines qui permettent à leurs employés de pouvoir aller se faire un petit test sans avoir forcément à quitter le lieu de travail et prendre rendez-vous? Alors oui, mais là on va parler de modèle économique. Alors permettez-moi juste une petite remarque aussi. Un médecin par téléphone, il y a une étude qui a été menée notamment par le NHS là-dessus. Un médecin par téléphone va répondre à peu près à 3% des demandes du point de vue médical. Tout le reste, c'est de la réorientation. En utilisant la cabine de télémédecine qu'on a mis au point, le médecin à distance va pouvoir faire 92% des actes qu'il effectue habituellement sur les 272 pathologies les plus fréquemment rencontrées. Pourquoi? Puisque au-delà de ça, pendant 6 ans et demi, on a travaillé toutes les références médicales opposables et on forme les médecins à cette nouvelle pratique. Ça, c'est un point important. C'est-à-dire que le patient, il va avoir accès à un médecin par visioconférence, un médecin qui va le soigner. À partir de là, on va pouvoir répondre à des problématiques de médecine générale, mais aussi de médecine spécialisée en fonction des indications. Maintenant, qui on a intéressé? Aussi les entreprises, parce que, pardonnez-moi, il y avait un modèle économique. Il y avait un payeur pour les médecins, pour rembourser les actes. Là, on va assister probablement à un élargissement de la possibilité d'implantation de ce type de modèle ou d'autres pour répondre aux déserts médicaux, puisqu'il va théoriquement y avoir un remboursement des actes par la caisse d'assurance maladie à partir de mi-septembre. Il faut savoir que nous, depuis un mois, on reçoit 2 à 3 appels par jour de collectivités maintenant qui souhaitent s'équiper et auxquels on ne pouvait pas répondre jusqu'à présent, faute de modèle économique viable.
Quand je pense qu'en 2004, le ministre de l'époque, Philippe Douste-Blazy, avait lancé à grand renfort de publicité le DMP, le dossier médical partagé, en disant dans 2 ans on aura gagné 2 milliards, et qu'on voit où on en est. J'étais en Côte d'Armor récemment et je voyais la présidente de la caisse d'assurance maladie qui était la directrice toute contente parce que au départ, quand le DMP était lancé, elle avait 200 personnes qui s'étaient branchées. Aujourd'hui, elle en a 40 000, mais il y a plus de 500 000 personnes en Côte d'Armor. Et il n'y a que 9 départements qui testent. On est dans une espèce de machinerie, d'une lenteur, d'un procédural et d'un technocratique qui est inimaginable. Alors quand on a tous les éléments, les électrons qui se baladent, on peut tout capter, et là on nous bloque. Qu'est-ce que vous voyez comme moyen politique, là je m'adresse à monsieur le député, moyen politique de déclencher l'électrochoc qui permette que les acteurs s'y retrouvent? Comme vous le savez, le DMP maintenant est entre les mains de la Caisse d'assurance maladie. Les choses ont enfin, avec beaucoup de retard, progressé et il y a des initiatives qui ont fait leurs preuves dans certaines régions. Donc maintenant, on peut vraiment escompter cela pour un avenir proche. On ne peut que regretter cette lenteur, de même qu'il y a encore à rattraper le retard de la couverture numérique sur tout le territoire, parce que ça aussi, c'est indispensable et il faut que ce soit rapidement fait. Je crois qu'on peut enfin être un petit peu optimiste là-dessus, mais ça a beaucoup pénalisé certaines parties de notre territoire, certains modes d'exercice, induisant des lenteurs très excessives. Et moi, je crois que, comme vous, qu'il n'y a pas de justification quelconque à cette lenteur que l'on observe depuis maintenant une douzaine d'années. Le DMP est absolument indispensable et le développement de la télémédecine de partout pour les zones qui sont désertifiées, mais aussi pour la communication entre les établissements hospitaliers, c'est quelque chose aussi qui doit être encouragé. L'encouragement, c'est la formation des professionnels divers, c'est l'aide financière pour les installations, c'est aussi les moyens de dialogue entre les différentes structures qui existent, qui ne sont pas toujours parfaitement compatibles et qui provoquent des lenteurs, des difficultés. Je suis tout à fait d'accord avec cette idée que le XXIe siècle ne peut pas tolérer de tels retards et qu'ils vont être comblés enfin. Je pense que ça sera un moyen, non pas de résoudre la totalité de la difficulté de la désertification médicale, mais ce sera un moyen tout à fait important pour faire progresser la totalité de la population, professionnels de santé et patients réunis, dans les nouvelles pratiques. Tant que l'outil n'était pas disponible, bien évidemment, il y avait des réticences culturelles. Beaucoup de gens dans certaines petites villes se disent vous me parlez de télémédecine, vous me parlez de nouveaux outils, mais moi j'ai l'habitude d'avoir un contact direct avec le médecin, je veux qu'il y ait un médecin dans mon village, etc. Eh bien, demain, il aura pris l'habitude, s'il a une maladie chronique, de pouvoir être suivi d'une façon encore plus efficace grâce à ces outils modernes. Et puis quand il a un besoin d'un contact direct, il acceptera de faire une vingtaine de kilomètres pour aller dans une maison de santé pluriprofessionnelle, un centre de santé, que sais-je, un cabinet de groupe où il aura à disposition plusieurs spécialistes. Il fonctionne, oui. Je suis un fervent défenseur du DMP depuis extrêmement longtemps. Et je pense qu'il va pouvoir faciliter le passage de ce qu'on appelle l'ambulatoire entre l'hôpital, la ville, et qu'effectivement le médecin saura exactement ce qui se passe et qu'est-ce qui a été fait. En revanche, j'aime bien, je trouve que les titres des interventions ne sont jamais anodins, et donc je reviens sur le lever des blocages. C'est donc qu'il y a des blocages et qu'il y a des personnes qui peuvent les lever. Et je pense qu'effectivement, le problème français est qu'il y a des blocages peut-être dogmatiques ou de blocages peut-être des ordres, pardon, à un certain moment.
et que des nouveaux acteurs qui sont arrivés, notamment dans l'e-santé, que je connais bien, sont arrivés de manière un peu maladroite en disant on va faire de la e-santé, alors que le terme santé était quand même réservé aux ordres. Et que tout ça fait qu'il y a eu une crispation de tout ce milieu et que ça n'a pas aidé à ce qu'on avance. Et donc, on ne fait pas ce qu'ont fait d'autres pays, et ce que j'admire, c'est de partir sans préjugés de rien, et on dit, ben voilà, on construit. Tandis qu'en France, on a déjà une couche de réglementation pas possible. On n'a pas forcément celle qu'il faut parce qu'il n'y a pas la nomenclature pour des actes et ce genre de choses. Et en plus, on va se rajouter des blocages administratifs, alors que l'innovation, on a plein de start-up. On va à Las Vegas pour présenter plein de start-up, mais quand on revient en France, il n'y a pas beaucoup d'aide. Voilà. Donc je pense qu'aussi, il y a des changements à faire dans les ARS. Le fait d'avoir des territoires différents avec va apporter certains des enveloppes pour des phases expérimentales, d'autres n'en ont pas. En France, on a d'autres expériences qui durent des années. Tout ça fait que en fait, ça n'avance pas de manière construite et on se demande s'il y a une vraie volonté univoque d'avancer. Oui. Patrick. Oui, permettez-moi peut-être d'être un peu plus iconoclaste, ce qui de la part d'un président de l'ordre pourra surprendre. Mais quel est le blocage aujourd'hui? Le blocage, il est dans le manque de courage politique. C'est-à-dire que globalement, et je dis politique au sens global, des responsabilités qui sont les nôtres. Quel modèle aujourd'hui le monde politique veut-il porter en matière d'accès aux soins sur l'ensemble de notre territoire? Plutôt que le concert des pleureuses, il faut au contraire aller vers l'ambition, l'audace et l'innovation. Et que finalement, depuis 30 ans, le monde politique se réfugie dans une espèce de tentative désespérée de maintenir les acquis des 30 années qui ont précédé. Or, aujourd'hui, il faut, avec violence, dire que la santé nécessite des investissements majeurs et que ce sont des investissements financiers majeurs, des investissements humains majeurs et des investissements technologiques majeurs. Et qu'à force de dire que la santé, ça coûte, on a fini par ne plus penser qu'au coût de la santé. Et que tout ceci a complètement obéré la réflexion imaginative. La deuxième chose, c'est qu'il faut que le monde de la formation, que l'université aujourd'hui, elle comprenne qu'elle a une responsabilité territoriale et une responsabilité structurante. Et que donc là aussi, le blocage doit être levé pour que nous formions des praticiens pour agir dans leur métier et non pas former des professionnels en formation qui viendront permettre au système de continuer de s'auto-alimenter et de s'auto-stabiliser. Il y a un vrai courage universitaire qu'il va falloir mettre en œuvre. Ce courage-là, il faut aujourd'hui le mettre en avant. Et puis le troisième, et c'est là que j'accepte cette petite allusion sur l'ordre, parce que finalement, il faut quand même bien accepter d'être regardé de façon critique. Mais c'est qu'il va falloir que les professionnels dans leur ensemble, les acteurs du monde de la santé, qu'ils soient médecins, infirmiers, peu importe, mais que ces acteurs-là comprennent deux choses. La première, c'est que des compétences, ça se partage au service d'un objectif. Et que donc il faut arrêter de délimiter des périmètres inexpugnables dans lesquels on se regarde en chien de fusil, mais aujourd'hui parler par objectif et partage de compétences. Et vous le savez, Monsieur Touraine, je vous reprends assez souvent, et je reprends beaucoup d'autres acteurs politiques en disant « Arrêtez de parler de délégation de compétences, parlons de partage de compétences au service d'un objectif. » Et nous pourrons tenir un discours qui sera d'une autre nature. Et ça, c'est assez fondamental, parce que nous sommes frileux par définition dans les périmètres de nos métiers, forcément, puisque si l'on nous parle de déléguer des tâches, nous y voyons tout de suite
des encoches faites dans notre périmètre de compétences. Et il faut vraiment que nous ayons un autre discours. Donc, du courage politique, un nouveau discours en matière économique qui soit un discours positif d'investissement et un troisième courage interprofessionnel qui soit celui de se regarder en partage de compétences au service d'un objectif. Ça, c'est trois objectifs qui me paraissent fondamentaux. Et ils ne peuvent être servis que par une quatrième situation, qui est la prise de conscience qu'aujourd'hui, nous n'apporterons de réponse qu'en regardant au plus près du besoin des personnes. Et que c'est en regardant directement sur ce qui se passe dans les territoires et la façon dont nous pouvons aller au cœur des territoires et assurer de l'accès aux soins dans les territoires. Et je vous rejoins dans les exemples que vous disiez. Ce qu'il nous faut, c'est aujourd'hui pouvoir construire des parcours de santé dont la porte d'entrée est solidaire et dont la mise en œuvre est collective. Voilà ce qu'il nous faut aujourd'hui. C'est ça le courage politique aujourd'hui. C'est ça le courage professionnel, c'est ça le courage économique. Alors on va revenir sur ces points-là, c'est sur la formation, sur l'évaluation, sur l'organisation et sur le financement. Sur la formation, il est clair que je le dis aux universitaires comme moi qui sont là, que vraiment nous sommes à côté de la plaque. On est convaincus que c'est la médecine générale qui est la maîtresse demain. C'est elle, c'est le médecin coordinateur qui connaît sa patientèle, ses 1500 ou 2000 personnes depuis l'arrière-grand-père maintenant jusqu'à l'arrière-petit-fils demain. Et donc c'est cela, c'est lui qui va être l'homme ou la femme, 70% de femmes en première année de médecine, qui va pouvoir coordonner les autres acteurs. Les spécialistes vont en partie disparaître. On voit bien que les dermatologues là, viennent de subir un clash terrible avec la détection du mélanome par la machine. Les biologistes sont quasiment déjà morts. Les radiologues respire, agonise, le chirurgien se fait bouffer par le robot, l'anapathe aussi va être débordé. Donc les spécialités vont en prendre un coup énorme et on continue à former les mêmes. C'est-à-dire que dans 10 ans, on va les retrouver. Qu'est-ce qu'on va en faire? Quand on voit en 10 ans ce qu'on a évolué en matière de technologie numérique et ce qui va se passer dans les 10 ans, nous allons avoir une trallée de chômeurs qui vont encore plus se plaindre. Donc la formation est à revoir et moi je souhaite qu'on crée des facultés de médecine générale. Où, dans les banlieues, on ira chercher les gamins dans les bars qui dealent. Non, tu veux être infirmier, licence, tu veux être assistant, chirurgien, master, tu veux être docteur, on y va. Et on te paye les études pour ça. Et qu'est-ce qu'ils feront? Ils voudront y aller. Et ils feront quoi? Ils retourneront dans les banlieues où personne ne veut aller. Nous ne sommes pas capables, on était prêt à lancer un plan 48 milliards d'euros, avec Jean Borloo, mais c'est pas ça qu'il faut, c'est toucher les gens au cœur, aller là. Et je rêverais qu'à Saint-Denis, on crée la première, avec Thomas Chapatic, la première faculté de médecine générale pour ceux qui habitent Saint-Denis. Et on formera par petits groupes de 50, pas des masses de 500 étudiants dans des amphis, on envoie des cocottes en papier, des petits groupes qu'on prendra parce qu'il faudra les former à tout. Ça, c'est la première chose. Sur le plan de l'organisation, 2 questions. On avait lancé, il y a une dizaine d'années, avec la mutualité, j'avais lancé un camion de santé qui était piloté par l'infirmière que nous avions formé au cours d'un DU d'1 an. Et elle passait dans les villages les plus reculés de la Thiérache, là-haut du côté d'Hirson. Le camion était un petit camping-car que nous avions construit avec un facteur de camping-car spécialement. Il était équipé d'un téléphone satellitaire, parce qu'il n'y a même pas de quoi faire passer les portables, et d'un rétinographe qui envoyait ces images au CHU. Et les infirmières étaient formées à détecter les maladies, le diabète, les cancers du sein en palpation, l'hypercholestémie, elles faisaient les petits prélèvements de sang. Le médecin du village était prévenu, les maires affichaient que le camion passait, on lui avait mis une cloche en même temps que le satellite, c'était ça qui était génial, la tradition et la modernité. Et ce n'était pas sous ta gouverne, mais le Conseil de l'Ordre à l'époque nous avait interdit de le faire en Somme parce que nous étions considérés comme des médecins forains. Qu'en est-il aujourd'hui? Au centre de tout cela. Non, mais c'était avant toi, c'est pour ça que je te rappelle tu es que même avant toi, j'avais créé en Seine-Saint-Denis l'omnibus que l'Ordre avait refusé. Donc, mais ne parlons pas d'un temps dans lequel chacun d'entre nous contribuait à rigidifier encore plus le système. Je crois qu'aujourd'hui, nous avons fait pour notre part la démonstration que nous étions dans la restructuration de l'exercice professionnel. Nous avons fait la démonstration
que nous étions dans des objectifs de partage de compétences professionnelles. Nous avons fait disparaître les notions de cabinet primaire, de cabinet secondaire, que je vois encore aujourd'hui m'être opposées comme étant une rigidité ordinale. Ça n'existe plus. Nous parlons d'activité multisite. Ça veut bien dire ce que ça veut dire, l'activité multisite. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on considère qu'on a une activité de correspondance et une activité professionnelle dans laquelle on est identifié et une traçabilité d'activité dans une activité multisite. Donc, bien sûr que si on regarde il y a 30 ans, on m'avait traîné devant les juridictions ordinales parce que j'avais créé un cabinet de groupe, bien sûr, mais ça n'a pas, c'est le passé. Aujourd'hui, l'institution se place volontairement dans cette restructuration professionnelle. Nous devons cesser de réfléchir en matière d'organisation, je dirais, architecturale du système de soins pour aujourd'hui aller directement vers la façon dont nous pourrons apporter de l'accès aux soins sur l'ensemble du territoire. Et je reviens à cet exemple que vous donnez. La France n'a pas de raison aujourd'hui de ne pas être capable d'apporter une réponse en matière d'accès aux soins sur l'ensemble de son territoire. Il n'y a pas de raison objective, sauf le manque de courage. Jean-Louis Touraine. Il y a une pratique qui s'inspire un petit peu de ce que vous évoquiez, qui n'est pas de la médecine foraine, mais qui est de la médecine avancée à partir des centres de santé. Cela se développe dans le département de l'Ain, avec la bénédiction du Conseil de l'Ordre. Et des médecins appartenant à un centre de santé bénéficient d'un véhicule dans lequel ils peuvent faire des examens de médecine générale. Et ils vont le lundi dans tel village, le mardi dans tel autre village, etc. Les rendez-vous sont pris par le centre de santé et les malades, notamment personnes âgées, personnes en difficulté pour leur mobilité, ceux-là sont donc visités par le médecin du centre de santé une fois par semaine. Ce n'est pas toujours le même médecin qui se déplace, donc il y a un partage de cette activité, mais on voit bien que c'est un des moyens pour un territoire qui est assez étendu avec une désertification médicale, c'est un des moyens de lutter contre l'insuffisance de médecins dans des petites villes. Les médecins sont satisfaits parce qu'ils continuent à exercer en groupe dans le chef-lieu de canton, et les patients sont satisfaits parce que au moins une fois par semaine, pour tous ceux qui ont une maladie chronique en particulier, le véhicule vient leur rendre service et visite. Donc on voit bien que la nouvelle théorie, si je peux dire, est bien d'accepter qu'il n'y ait pas un système unique pour l'ensemble du territoire, parce que ça, c'est un des freins, c'est un des obstacles à la recherche de solutions appropriées. C'est un travers français avec un système qui est administrativement trop encadré, parce qu'on ne trouvera pas une solution unique pour des territoires aussi différents que ceux que nous connaissons. Quand on parle des aires médicales, vous l'avez dit, ça peut être aussi bien dans les banlieues des grandes villes, ça peut être dans des lieux où il y a une très faible densité de population, mais il faut des solutions adaptées à chaque territoire. Et puisque j'ai le micro, je vais juste dire deux, trois mots de cette question qui nous était posée, de savoir comment lever les blocages, les freins. Moi j'en vois à différents niveaux. Il y a des blocages qui sont professionnels. C'est-à-dire que les anciens médecins peuvent avoir une réticence à adopter de nouvelles modalités pratiques. Les nouveaux ne veulent pas les mêmes contraintes que ceux des générations précédentes. Et puis la formation qui, en ce moment, est enfin déléguée pour les étudiants en médecine avec des stages de plus en plus fréquemment dans des cabinets de médecins installés. Ça a des vertus parce que ça incite à l'installation. L'inconvénient, c'est que ça appauvrit les hôpitaux de proximité qui n'ont plus d'interne. Et donc, il faudra quand même résoudre le problème pour que les uns et les autres puissent fonctionner. Il y a des freins dans la population, parce qu'il y a encore la nostalgie chez beaucoup de Français du médecin de village avec une pratique un peu proche de celle de l'époque de Roger Martin du Gard, avec Antoine qui allait à cheval de village en village. Et puis, il y a des freins surtout qui sont institutionnels et administratifs, parce qu'il faut accepter que des solutions différentes se mettent en place dans chaque territoire. Il faut enfin lutter contre les naïvetés de certains élus locaux qui croient que pour résoudre cela, il suffit de mettre à disposition des locaux.
Alors, on donne une maison, un bâtiment, et on dit que s'installe ici une maison de santé pluridisciplinaire, un centre de santé, un cabinet de groupe, etc. Non, ça ne marche jamais, ça, jamais. Soit il y a eu d'emblée l'adhésion de plusieurs médecins, et on résout le problème immobilier après, mais il faut d'abord avoir un projet avec les médecins. On ne fait pas venir des médecins dans une organisation immobilière. Sinon, on fait venir qui? Quelques médecins venant de Roumanie qui vont rester 1 an ou 2, puis après aller ailleurs. Absolument. Donc, ce n'est pas la solution. Merci. Franck Bodino et Guillaume de Duras ensuite. Ça marche, oui. D'abord, un petit point, les choses quand même évoluent dans le bon sens. Malgré tout, hein, on parle de blocage, il y en a encore beaucoup, mais il y en a quand même moins, ne serait-ce qu'il y a 2 ou 3 ans. Je vais vous donner quelque chose très très concret auquel on est confronté quotidiennement. Et je ne parle que de la télémédecine, je ne parle pas des autres pratiques qui pourraient être utiles pour répondre aux déserts médicaux, à cette problématique-là. Ne serait-ce que le lieu d'activité du médecin. Aujourd'hui, il faut imaginer qu'on soigne des patients français qui habitent, par exemple, aux Philippines, de manière tout à fait transparente, en respectant toutes les règles. Et on nous pose encore parfois la question de l'exercice des médecins dans un département français qui aurait à téléconsulter sur un autre département. Donc je sais que ce sont des questions qui sont en train d'être résolues, mais malgré tout, elles se posent quotidiennement pour nous. Ensuite, à chaque fois qu'on va implanter un projet, il faut qu'il y ait un projet qui soit soumis à l'Agence régionale de santé. L'Agence régionale de santé qui, jusqu'à il y a très peu de temps, était très hospitalo-centrée. Donc lorsqu'on proposait un projet d'accès aux soins dans les territoires qui ne concernaient pas directement l'hôpital, on se trouvait généralement avec une non-réponse. Et nous, on a vu des projets qui traînaient sur 4-5 ans sans pouvoir les démarrer. Donc, qu'est-ce qui va se passer en septembre? Je n'en sais rien. C'est une vraie question. Troisième problème qu'on rencontre aussi quotidiennement, puisque vous me posiez la question des blocages, je vous dis ce à quoi on est confronté tous les jours, c'est 2 mondes quasiment parallèles, celui de l'administration, des agences régionales de santé notamment, et ne croyez pas que je tape sur eux, hein, parce qu'ils sont aussi très proactifs en proposant tout un tas de choses, et celui des élus et des associations de patients, et parfois ces mondes ne se retrouvent pas. C'est-à-dire qu'on a des cartes qui sont établies, qui ne correspondent pas. Un maire qui dit, mais écoutez, moi je vous assure que tous les week-ends, j'ai des problèmes pour que les citoyens aient accès à un médecin, et l'agence régionale de santé qui nous dit, bah non, vous ne pouvez pas aller là parce qu'il n'y a pas de problème. Donc, ce sont des questions très terre-à-terre, des problèmes très terre-à-terre, mais je pense que c'est intéressant d'en parler, puisque si on ne les résout pas, on va encore faire des expérimentations, et je crois que la volonté politique, il me semble qu'il y en a une aujourd'hui, est celle de pouvoir aller un petit peu plus loin que ça. Et on a des freins auxquels on est confronté au quotidien et qui nous bloquent. Merci. Guillaume de Duras. Oui. Ah, juste, oui. No, I would like only to say that je voudrais dire qu'il y a d'une part le fait de ne pas avoir de médecins dans certains lieux, mais il y a aussi la question de la formation qui est très importante. Parce que parfois vous avez un médecin, mais il n'est pas bien formé. Il ou elle n'a pas de prise directe avec la réalité. Et donc, je pense que probablement la solution doit être de nature plus vaste. Parfois, on voit qu'il y a un médecin qui est installé ici, très bien, mais c'est pas ça finalement la chose la plus importante. Il est là, le médecin, parce que voilà, il y a besoin d'un médecin là, mais il n'y a pas nécessairement une bonne coordination des services de soins avec les différentes autorités, etc. Et pour avoir quelque chose d'assez harmonieux sur le territoire. Donc, je crois que le problème dépasse un petit peu la pratique locale. C'est pas simplement le fait d'avoir un médecin à un endroit. Le médecin est un des personnes qui va diriger une équipe de santé dans la région. Et je pense que ça, c'était quelque chose de positif si on voit les choses sous cet angle-là. Il faut qu'il y ait effectivement, grâce à la télémédecine, donc c'est la télémédecine qui apporte des éléments positifs. Grâce à la télémédecine, on peut avoir des contacts avec ces médecins et on peut réduire considérablement le sentiment d'isolement de ces médecins
qui ne sont pas vus par leurs confrères pendant très longtemps. Donc, c'est une façon aussi, la télémédecine, que de connecter ces médecins et ces autres professionnels de la santé. Ça, je pense que c'est quelque chose d'extrêmement positif. La formation, c'est une question importante, bien sûr, mais la formation doit être adaptée aux besoins. Et je crois que les différentes parties prenantes doivent réfléchir à tout ça avec une vision très vaste de la façon dont on peut améliorer les choses, mais aussi la qualité de la prestation médicale. Je reviens sur mon dada qui est le numérique et la couverture numérique. On est quand même très loin d'avoir une couverture en France qui est à 98% annoncée par les opérateurs, puisque ce sont les opérateurs qui donnent ces données à l'ARCEP, qui n'a pas les moyens de les contrôler. Quand je vois un taux de pénétration de 80% au Sénégal, quand je vois que un observatoire a rendu à l'université de l'e-santé de Castres l'année dernière des données qui prouvaient que l'Afrique et une partie de l'Asie avaient plus facilement accès à un réseau mobile qu'à l'eau potable, j'avais eu envie de tweeter, et en France, c'est l'inverse. Non mais donc si vous voulez essayer des médecins et qu'effectivement vous parlez de formation et qu'il n'y a pas de DPC, alors qu'on traduit par formation continue encore parce que c'est pas facile, je pense, à traduire, et que vous pouvez pas être constamment à jour dans votre formation, c'est extrêmement difficile, ou de passer d'utiliser des moyens qui sont rudimentaires pour consulter un collègue ou un spécialiste. Mon meilleur ami habite le Brésil, il me propose toujours de m'appeler sur WhatsApp ou sur Skype, mais je ne capte pas en France suffisamment. Et lui, à chaque fois, il me dit, mais vous faites quoi en France? Et je dis, nous sommes en 2018 et on ne capte pas. Ça va être fait, ça. Je crois qu'il y a un plan quand même de 3 milliards qui a été négocié avec les opérateurs. La Cour des comptes vient d'épingler par 3 fois le plan très haut débit, et il y a des problèmes sur la mise en place des antennes. Sur le plan de l'organisation de ce que vous dites, et moi j'adhère totalement, j'ai même soutenu ces projets, donc on serait sur des plateformes de proximité, des petits hubs sanitaires, des monodélits de santé, qui seraient ouverts avec une amplitude horaire suffisante pour couvrir largement la journée, voire parfois le soir, à partir desquels irait, je dirais, en mission, à chaque jour différent, un infirmier, un médecin, un kinésie et les autres professionnels de santé dans les villages alentours, soit en voiture, s'il y a des petits cabinets locaux qui existent, la Poste a par exemple un tas de petites postes qu'elle est en train de fermer, on pourrait les réutiliser à bon escient, et dans l'autre sens, vers les spécialistes par télémédecine envoie des images ou des données de façon à pouvoir collaborer. C'est un peu ça que vous voyez? Oui. Oui. Pierre Merle. Moi, j'aurais un exemple pratique, un exemple de terrain, peut-être qui va vous faire sourire ou animer un peu plus le débat. Voilà. C'était pour vous dire, il y a 2 semaines, je suis médecin correspondant SAMU, donc je réponds aux appels du SAMU régulièrement. Et donc, c'était un soir, 20h15, le médecin du SAMU m'appelle. Voilà, il y a une dame qui a appelé. Elle a une douleur à la poitrine depuis 19h, mais j'ai essayé de la rappeler, elle ne répond plus au téléphone. Donc, elle a eu un malaise, ça va pas du tout. Bon, voilà, elle est à tel endroit. Donc, je me rends au domicile de la personne, mais alors en fait, elle avait toujours la douleur à la poitrine, mais son téléphone ne passait pas. Alors, premier point, le téléphone portable ne passait pas à la maison où elle habitait, donc elle était obligée d'aller 100 mètres au-dessus pour que ça passe. C'est de là où elle avait appelé, où elle avait signalé que ça allait pas bien. Et donc après, elle était rentrée chez elle, bien sûr, ça répondait pas. Et donc elle me dit, mais j'ai une ligne fixe, mais ça fait un mois qu'elle est en panne et France Télécom n'est toujours pas venu pour intervenir, pour rétablir la ligne. Voilà, alors je vous passe ensuite les péripéties, donc je l'examine. Alors en fait, elle faisait un infarctus inférieur, l'électro donc était parlant, donc comme on fait d'habitude, j'ai pris en photo l'électro, j'ai voulu le télétransmettre, le transmettre au SAMU, mais j'ai été obligé d'aller à 100 mètres au-dessus pour transmettre le CG. Alors pour vous dire qu'on est pire que ça, c'est que voilà, donc le médecin du SAMU me dit on va envoyer l'hélico. Sauf que c'était déjà 21h, c'était sur les Cévennes, l'hélico ne passait pas, donc il s'écoule encore 1 heure. Alors bon, j'ai fait le traitement classique, Plavix, Aspégique, Lovenox, IV, et en attendant, on attendait toujours l'hélico, et puis à 22h, on dit non, l'hélico, il ne peut pas passer.
Donc, on va faire une jonction SAMU. Alors, on est en Lozère, donc le SAMU est monté de Mende, il est arrivé vers 22h30. On est allé donc jusqu'à Mende, et puis à Mende, on dit, il n'y a pas d'hélico, on va descendre à Montpellier. Donc, elle est arrivée à Montpellier à minuit. On a réussi quand même à lui faire une thrombolyse. Le lendemain matin, ça allait un petit peu mieux. Mais voilà, c'est pour vous dire, voilà, nous, on a un désert médical et on a un désert numérique aussi, hein, je veux dire, et basique, hein, je veux dire, puisque à 100 mètres près, les lignes de téléphone ne passent pas. Alors, c'est vrai que parfois, c'est très, très inquiétant. Et donc, vous voyez, moi, je suis parti à 20h15 de chez moi, je suis rentré à minuit. Donc voilà, avec une angoisse, mais bon, finalement, ça s'est bien passé. Bien sûr, non, mais c'est un très bel exemple. En même temps, quand on voit, je prends toujours l'exemple de l'île de Molène, pour celles et ceux qui connaissent, qui est entre Ouessant et Brest, où les vents soufflent à force 12 et les vagues sont à plusieurs mètres de haut, il n'y a pas de toubib. Il y en a un par semaine. Ils sont 400 l'hiver, 700 l'été, plus les touristes qui passent. Qui est là? Un infirmier, en permanence. Il a des médicaments, il peut prescrire, et il est en relais avec le médecin. On n'a jamais vu les habitants de Molène défiler devant l'avenue du Quai en disant « gna 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 ». C'est impressionnant de voir comme il y a des ressentis différents. Là où c'est dur, les gens ne se plaignent pas. Et là où il fait beau, au soleil, ça râle. Alors j'aimerais savoir s'il y a des expériences, notamment étrangères, dans ces domaines de formation et d'organisation que vous pourriez nous apporter, ou des commentaires que vous auriez à faire sur cette première partie. Je vois très mal, mais s'il y a des mains qui se lèvent, quelqu'un ou quelqu'une aurait... Oui, oui. Je peux? Mais bien sûr. Albert Claude Benamou. Juste une question qui n'a pas été abordée. Tu es chirurgien. On n'a pas fini, il y a encore évaluation et financement. Hein. Tu es chirurgien, moi je suis également chirurgien. On n'a pas parlé des déserts chirurgicaux, des déserts de l'organisation de la chirurgie de première ligne et de la chirurgie de pointe, et comment l'articulation peut-elle se faire. Et juste un petit commentaire par rapport à ce qu'a dit le président de l'Ordre. Tu as parlé du manque de courage des politiques, parfois. Mais il y a peut-être aussi pourquoi la raison de ce manque de courage, c'est la réaction corporatiste assez conservatrice d'un certain nombre de professionnels qui ne veulent pas qu'on modifie le système dans lequel ils ont été éduqués et dans lequel ils vivent et dont ils tirent leurs ressources pour assurer leur système. Donc il y a un vrai problème de prise de conscience, de représentation de ce que nous pouvons faire pour nous adapter tous ensemble à la mutation qu'on est en train de vivre. Merci. Oui. En fait, moi je voudrais poser une question à notre ami brésilien. Il a entendu le débat à l'instant avec un certain nombre de commentaires venant des différentes institutions et puis les commentaires des patients et les commentaires des professionnels. Je voudrais lui demander si dans le système qu'il a mis en place, quand le système a été mis en place, bien sûr vous avez des distances qui sont beaucoup plus importantes, mais est-ce que vous avez été confronté à des difficultés de ce genre? Et si oui, comment est-ce que vous les avez résolues? Comment est-ce que vous avez fait pour que tout le monde puisse travailler ensemble? Je pense que c'est dans le thème de ce que nous discutons aujourd'hui, c'est de voir comment, à partir de situations particulières et difficiles, vous avez trouvé des solutions très pratiques pour faire que tout le monde travaille ensemble. I think that probably... Alors je crois que la situation chez nous est probablement assez différente. Nous avons un sérieux manque de moyens par rapport à la France. Vous avez cité le nombre de médecins par tête d'habitants, le nombre de lits en Amérique latine, en Afrique, en Europe. Vous avez comparé les chiffres, vous avez bien vu. Donc c'est un problème, mais en même temps, parfois ce sont les difficultés qui peuvent faire accepter des solutions parfois assez novatrices. Parfois, tout ce qui est nouveau et ce qui tranche vraiment avec le quotidien est plus facilement accepté.
Alors au Brésil, nous avons peu de déserts médicaux. Les pouvoirs publics placent les médecins, créent un bon réseau de médecins. Alors sauf dans vraiment l'extrême nord du pays, il y a des déserts médicaux. Mais cette solution novatrice a généralement été bien acceptée. Donc on a une prise en charge, par exemple, de l'hypertension et du diabète. On a des médecins qui sont habitués à utiliser la version papier ou la version mobile, mais il y a des médecins qui refusent complètement ce nouveau système, qui font des consultations complètement hors système. Donc la situation est assez semblable aux résistances que vous avez citées, en France par exemple. Mais le besoin est tellement criant que peut-être, enfin, parfois, lorsque les situations sont particulièrement difficiles, on peut plus facilement mettre en place des nouveautés. Nous avons beaucoup moins de moyens, ambulances, lits, structures hospitalières. Donc il y a peut-être, la barre est peut-être un petit peu plus haut en France qu'au Brésil. Le niveau d'équipement est certainement plus élevé en France qu'au Brésil ou en Afrique. Je crois que c'est peut-être plus ancré dans la culture brésilienne que de coopérer, de partager les tâches entre pharmaciens, personnel infirmier, médecins, de travailler en collaboration. C'est peut-être plus dans notre culture. Je dirais que peut-être ces nouveaux outils sont bien perçus, bien accueillis à peu près partout au Brésil, étant donné les besoins créants. Mais bon, on ne peut pas dire qu'il faut quand même avouer que la situation, que la France est mieux lotie que le Brésil. Plus ils sont organisés au point de vue sanitaire, plus il est difficile de changer le système. La carapace grince. Et ça, la vraie question. J'ai pour référence Kenneth Kaiser qui avait refondé complètement le système des vétérans dans les années 80. Et il racontait que ce système qui gère quand même près de 9 millions d'anciens combattants, plus les familles, ça fait près de 25 à 30 millions de personnes avec des centaines d'hôpitaux et de centres. Et il avait licencié 10% des médecins qui ne voulaient pas suivre l'évolution nécessaire du système qu'il mettait en place. Difficile en France de voir ça, que ce soit à l'hôpital ou en libéral, de dire tu arrêtes ou tu suis le mouvement. C'est toujours très difficile. Alors, je voudrais qu'on en vienne maintenant, et là je vais reprendre juste, oui, je voudrais juste à nouveau une seconde sur... Non, vous vouliez dire quelque chose, allez-y, pardon. Effectivement, pardon, le son arrive d'un seul coup. C'est effectivement qu'on a tendance, ces Français ou ces purement Européens, occidentaux, de vouloir complexifier à souhait les choses. Et qu'on oublie la mission première qui est de soigner. En plus, on oppose les professionnels de santé et les soignants parfois. Donc en fait, ce que attend le patient, c'est d'être soigné. Il veut quelqu'un au bout du téléphone, il veut quelqu'un qui vienne le voir. Et donc, ce que vous faites, la démarche qui est faite dans beaucoup de pays que l'on admire aujourd'hui, on dit c'est formidable, c'est juste d'aller soigner les gens. Et on oublie ça, et on essaie de complexifier, on se pose des questions sur est-ce que l'intelligence artificielle va me retirer la possibilité de décider si oui ou non je dois débrancher quelqu'un, ce qui n'a absolument rien à voir. L'ordinateur ne prêtera jamais le serment d'Hippocrate, c'est pas ça. Mais on est déjà passé l'étape supérieure, on oublie les premiers soins. Et c'est ça, dans des territoires, c'est les premiers soins où on perd du temps, on perd de l'argent, il y a des pertes de chance et il y a des gens qui meurent. Nous allons voir maintenant un peu la question de l'évaluation, parce que, comme toujours, les politiques mettent des millions et des milliards et on n'en voit jamais le résultat. On ne sait pas ce qui se passe. On a très peu d'évaluation de nos pratiques. Mais je trouve ça dommage. Notamment, nous, les universitaires, nous sommes sélectionnés au Conseil national des universités par nos publications scientifiques. Et dès qu'on veut s'occuper d'enseignement ou de choses très pratiques, on n'existe plus. Et je voyais l'autre jour, dans la petite ville de Fruges, 2500 habitants, une maison de santé de 1500 mètres carrés, 40 professionnels. Il y a un chef de clinique, 2 internes, 3 externes. Que fait le chef de clinique? C'est une chef de clinique.
elle fait des études microéconomiques sur la population en matière de santé sur le territoire de 20 000 habitants. C'est ça dont nous avons besoin, nous en manquons terriblement. Est-ce qu'au Minas Gerais, vous évaluez le résultat de l'argent et de l'organisation que vous avez mis en place de façon régulière? Yes. Yes, I really think that the solution not only for Brazil, Je dirais qu'effectivement la solution pour le Brésil aussi bien que pour la France, c'est de ne jamais perdre de vue cet objectif traditionnel. La recherche, bien sûr, c'est important, mais il faut toujours penser à l'amélioration de nos pratiques cliniques, l'amélioration des résultats par la mise en place de politiques, de pratiques sanitaires qui visent cet objectif. Nous avons fait beaucoup de progrès dans le domaine de la génomique, de l'épidémiologie, dans un grand nombre de domaines, mais il faut accepter qu'il n'est pas possible de faire des études cliniques randomisées sans les associer à des études basées sur des observations pour la collecte de données. Voilà, il y a beaucoup de choses à améliorer du point de vue méthodologique, mais également au niveau des académies médicales. Il faut des études ou des initiatives qui visent à améliorer les pratiques sur le terrain, même au chevet du patient. Il ne faut pas tout miser sur la recherche pure. Il faut donc agir sur le terrain. Et je pense que si l'on arrive à opérer des changements, ce sera en menant ce type de recherche et faire publier cela dans des journaux réputés. Il faudra accepter que la recherche concrète est aussi importante que la recherche fondamental qui est l'évaluation. Ce n'est pas une tradition ancienne en France, mais c'est quelque chose qui se met en place aussi bien au niveau des professionnels qu'au niveau des différentes agences et au niveau des responsables politiques. Ce n'est pas parfait, loin s'en faut, mais en tout cas, l'évaluation se met en place. Il y a, là encore, beaucoup de réticences, notamment chez nos confrères qui estiment que l'évaluation, c'est remettre en cause leur sacro-sainte liberté de prescrire, d'agir et en définitive d'aller contre ce qui leur apparaît le mieux, même si c'est totalement à l'écart des recommandations de la Haute Autorité de Santé et d'autres protocoles bien établis. Donc je crois que c'est un point tout à fait important que de faire la pédagogie du fait que chacun d'entre nous, même le plus performant, a besoin d'être évalué s'il veut pouvoir s'améliorer. Et donc ça, on doit vraiment petit à petit à convaincre. Derrière cela, l'enjeu est énorme. Vous le savez comme moi, 30% des actes pratiqués en France ne sont pas pertinents. N'étant pas pertinents, ils coûtent cher pour rien, ils occupent du temps de médecin pour rien, et évidemment, ils créent à des malades parfois des complications totalement inutiles quand il s'agit de gestes agressifs. Donc il faut bien sûr traquer toutes ces activités non pertinentes, non utiles, non bénéfiques aux malades, mais pour les identifier, il n'y a pas d'autre solution qu'une évaluation qui n'a pas besoin d'être du tout un flicage de l'activité des uns et des autres. Non, c'est simplement un partenariat entre le professionnel et puis ceux qui peuvent donner des conseils pour petit à petit améliorer, sans rechercher évidemment des sanctions, mais en recherchant l'amélioration du service rendu et l'éviction de toutes les activités qui n'ont pas prouvé leur pertinence et leur bénéfice. Tout à fait. Alors quand on voit le système de santé, on s'aperçoit que l'on le prenne par la formation, par l'organisation territoriale, par l'évaluation ou par le financement, dès qu'on tire le fil, toute la pelote se déroule. Et on va finir avec le financement. Comment on va financer ces innovations, ces restructurations, tant sur le plan des structures, des immeubles et des matériels, que sur le plan des hommes? Quelles sont les pistes que, par exemple, le Conseil de l'Ordre peut proposer ou que vous pouvez proposer, ou que peut-être dans le Minas Gerais, il y a eu des incitations, des choses qui ont été proposées pour que les acteurs s'embarquent dans cette dynamique? Vous savez, pour financer, il faut d'abord savoir là où on finance inutilement aujourd'hui.
Vous savez que j'ai rédigé un livre qui a été publié le 2 mai et nous avons fait une étude pour ce livre. Savez-vous combien il y a aujourd'hui en France d'expérimentations en matière de santé faites à partir de lois dont certaines datent d'il y a plus de 30 ans? Nous en avons démontré 715. Il y a donc aujourd'hui en France des protocoles d'expérimentation qui ont pris un caractère quasi chronique, permettant de ne pas prendre de décision et qui coûtent plusieurs milliards d'euros. Cette culture-là, finalement, de ne pas prendre de décision et de financer de l'expérimentation, alors que sur le plan scientifique, l'expérimentation est le fondement de la démarche. Mais l'expérimentation n'a pour objectif que d'aboutir à une théorie et ensuite à une adaptation et à une utilisation pratique. Nous dépensons des sommes folles aujourd'hui pour continuer d'expérimenter des modèles, des organisations, des structures qui finalement coûtent cher et ne sont pas évaluées dans le concours ou l'apport qu'elles donnent. Donc il ne faut pas parler simplement d'économie en disant je vais économiser par la rationalisation des actes ou simplement en regardant le coût direct de la production. Parce que rationaliser, il suffit d'enlever une syllabe et puis on sait ce que cela peut donner. Mais il faut se reposer la question complète du financement du dit système. Et se poser la question complète du financement du dit système, ça impose de répondre à une autre question, et je reviens vers celle que tu posais. Qu'est-ce que c'est que le financement de la santé en France? Est-ce que ce financement, il est dans la tradition des ordonnances 45, c'est-à-dire un financement de solidarité qui conditionne la capacité du système à pouvoir se développer? Est-ce qu'il est un financement par l'investissement public qui consiste à dire c'est une mission de service public et une règle de bientraitance républicaine et donc c'est l'État qui investit? Ou est-ce que c'est un investissement par acteur contractualisant? Et là, on regarde très largement tous les acteurs de la contractualisation et à ce moment-là, on finance par la contractualisation. Cette réponse politique-là, on fait tous très attention de ne pas la donner. Très attention de ne pas la donner. Et pourtant, c'est cette réponse-là qui est une réponse politique. Tout à fait. Qu'il est nécessaire d'avoir. On est frappé de voir en France que dès que l'on expérimente et qu'on montre le dossier de quelque chose qui a marché, on vous dit c'est très bien, mais c'est parce que c'était vous et c'est pas reproductible. Ce n'est pas reproductible. Comme s'il fallait que de Brest à Strasbourg et de Lille à Marseille, on fasse tous la même chose. On est encore dans un système totalement vertical et je suis convaincu que si on déléguait aux régions, et je voudrais l'avis de notre collègue du Minas Gerais, 75% des budgets alloués à la santé, gardant les 25% pour les épidémies, les irradiations, les causes nationales, je suis convaincu que ça irait mieux. Réponse de la tutelle, non, on ira vers un clientélisme épouvantable, ça va être un gâchis absolu. Et je suis convaincu du contraire parce que la santé, ça reste quelque chose de local. Comment ça se passe au Minas Gerais? Est-ce que vous déléguez l'argent à vos régions ou c'est centralisé par l'État? Alors au Brésil, comme partout, j'imagine, notre système de santé est très complexe, il est tripartite. Il y a une partie qui est sous la responsabilité des autorités nationales, donc centrales, et d'autres relèvent de la responsabilité de chaque État et ensuite de chaque ville. Les villes reçoivent un budget par tête d'habitant pour des activités de santé primaires, de prévention et ainsi de suite. Donc, ces autorités municipales, les villes, ont des accords avec d'autres villes dans la même région pour le partage des patients, l'orientation vers les services référents, etc. Donc, à peu près
elles peuvent disposer de 10% de ce budget, mais souvent elles se concertent mal. Donc c'est un système de santé public et universel comme en France, mais finalement 70% des soins seulement sont gérés ou pris en charge par la partie publique. Pour les 30% restants, ce sont des organismes privés, les mutuelles en France par exemple. Donc les remboursements sont gérés par des organismes privés. Donc il n'y a pas vraiment de délégation. Il y a, à part pour les villes. Et l'État doit dépenser une partie de ce budget sur la santé. J'aimerais pouvoir dire que cela fonctionne bien. Bon, malheureusement, il y a des dysfonctionnements, malheureusement. Les budgets sont assez limités. Quand on regarde les montants dépensés par tête d'habitant au regard de l'Europe, ces montants sont faibles. Nous arrivons à de bons résultats dans certains secteurs grâce à certaines mesures telles que la lutte anti-tabagisme, lutte contre le VIH, par exemple. Mais en ce qui concerne l'efficacité du système, je ne peux pas dire que nous soyons mieux organisés au Brésil qu'en France. Nous avons essayé d'établir un système rationnel permettant l'évaluation de nouvelles politiques ou initiatives, donc nouvelle nomenclature d'intervention et ainsi de suite, une commission nationale qui évalue l'efficacité et le rapport coût-efficacité pour les nouveaux traitements anticancéreux par exemple, c'est le plus grand poste de dépense. Sur le plan théorique, ça paraissait être un beau système, mais malheureusement, ces 10 ou 20 dernières années, il y a des choses qui se sont mal passées. Et même des choses qui auraient dû être dans la nomenclature de ce qui est remboursé, elles n'ont pas été ajoutées. Et parfois, vous avez une porte qui se ferme, celle du remboursement, et puis une autre porte qui s'ouvre, c'est-à-dire des procédures judiciaires, des patients qui assignent l'État ou les autorités en justice pour pouvoir disposer d'un traitement qu'elles estiment leur être dû. Et au Brésil, la santé, c'est un droit reconnu dans la Constitution, le droit à la santé. Donc les patients disent, voilà, la Constitution me garantit le droit à la santé. Donc il y a parfois des affaires qui arrivent aux tribunaux et on ne sait jamais comment va trancher le juge. Donc, voilà, nous ne sommes pas exempts de problèmes. Ce système de santé universel, c'était une bonne idée au départ, je crois, mais ensuite dans l'application, l'évolution quotidienne, il y a malheureusement des dysfonctionnements. Oui, deux choses. La première, c'est que on parlait tout à l'heure des murs et on a cette priorité en France pour un maire, c'est de construire une maison de santé. Je tourne l'exemple de l'ICM, qu'on appelait avant l'IRCM, qui a été construit sur de belles idées, mais on a construit des murs. Et puis après, on s'est aperçu que finalement, il y avait plus de chercheurs que prévu et qu'on avait besoin de plus de place. Donc, on l'a agrandi. Alors, aux États-Unis, on prend des chercheurs, on a une idée, et puis une fois qu'on a commencé à faire quelque chose de bien, on va construire les murs adaptés. Et bien ici, dans nos campagnes, on fait des murs sans demander aux kinésithérapeutes, aux médecins, si la porte est suffisamment large, s'il y a besoin de salles d'attente, s'ils ont besoin d'Internet. Et après, on leur dit ce que ça vous plaît. Et alors, en fait, c'est petit, c'est sombre, il n'y a pas d'Internet, voilà. Donc ça, c'est un premier point. Donc, nous sommes dans une réunion internationale et ça me plaît. Et donc, vous êtes capable de présenter des slides avec des chiffres et avec, je crois, retour sur investissement. Ce qui n'est absolument pas possible dans une réunion française où on va parler de santé. Ça n'existe pas. On n'a pas ces ratios. On ne peut pas parler de retour sur investissement sur la santé. Enfin, on ne le verra pas en ROI. Oui. Hein. Vous allez me contredire un peu, mais je le sens. Oui. Mais j'aime bien de temps en temps voir que comme ça, c'est évalué de manière un peu trash pour nous. Hein. Absolument. Oui. Pour
pour le financement ultérieur, chacun sait bien que c'est un point d'interrogation et parfois préoccupant, surtout avec notre désir, je crois parfaitement légitime en France, de pouvoir assurer un égal accès aux soins, y compris aux soins les plus performants et les plus coûteux de tous les Français, quel que soit leur niveau de ressources. Donc il est vrai qu'avec le vieillissement de la population, avec les performances pour traiter diverses maladies, rares ou autres, et évidemment le défi est de plus en plus difficile. Mais il y a quand même des pistes intéressantes. Premièrement, peu d'autres pays ont 2 systèmes de décision de financement. Ça n'est pas le moyen le plus économique, ça. D'un côté, la caisse d'assurance maladie, d'autre côté, l'État. Il faut qu'ils se coordonnent. L'un engage des critères, l'autre doit payer, etc. Enfin bon, on voit bien que cette dualité n'est pas toujours le moyen de gérer les économies. Deuxièmement, j'ai rappelé tout à l'heure, 30% des gestes pratiqués sans aucune pertinence. Troisièmement, le défaut, ça a été rappelé par plusieurs, le défaut de la dimension locale. Évidemment, de décider en un seul point central l'organisation et le financement pour tous les territoires, c'est déjà difficile en métropole, c'est encore plus impossible pour les départements d'outre-mer. Et on voit bien les résultats des défaillances qu'il y a dans ceci. J'ajoute qu'il faut aussi, c'est une règle très fréquente, davantage d'intéressement des professionnels de santé. Comment faire pour qu'ils soient amenés à utiliser le mieux possible les ressources? Mais il faut qu'il y ait un intéressement d'une façon ou d'une autre à ce que les économies générées permettent de développer les meilleures actions les plus pertinentes, faute de quoi on continuera à engloutir des sommes importantes dans des activités qui n'ont aucun service médical rendu et à continuer à rembourser tout un tas de choses qui sont pour les unes discutables. Donc il y a toutes ces ressources à portée de main, mais évidemment, ça perturbe un petit peu quelques intérêts, quelques élus locaux et ça génère quelques difficultés. Enfin, je pense qu'il faut sortir d'un système qui soit purement curatif. La médecine ne doit pas être uniquement curative. C'est toute la santé qui doit être prise en charge. Et évidemment, le financement doit prendre une part beaucoup plus large à la prévention. Tant qu'on n'a non pas une caisse d'assurance santé, mais toujours une caisse d'assurance maladie, eh bien, évidemment, c'est la croix et la bannière pour convaincre qu'il faut davantage rembourser. On vient d'y arriver, mais combien de décennies il a fallu faire davantage rembourser les substituts nicotiniques et les autres moyens pour dissuader le bénéfice est immédiat. Quand les gens s'arrêtent de fumer, la surfréquence d'infarctus du myocarde, d'accident vasculaire, ça chute tout de suite. Il n'y a même pas besoin d'attendre plusieurs années. Donc le petit investissement pour les alternatives à la cigarette, quand on investit dedans, le bénéfice est immédiat. Sauf que une caisse qui s'occupe du financement de la médecine curative n'envisage pas ce qu'est le bénéfice de la prévention. Et donc on a effectivement une segmentation en silos qui empêche pour l'instant d'avoir une efficacité. Et puis mon dernier point, c'est la somme de données, les data sur lesquelles nous sommes assis, qui est probablement une des plus importantes du monde, mais dont on ne tire pas parti. À partir de toutes ces données, on peut évidemment en tirer des règles qui nous permettraient d'avoir l'investissement le plus efficace, d'avoir les moyens de mise en place de dispositions qui seraient plus performantes. Pour l'instant, il y a encore des freins sur le partage de ces données, sur évidemment la nécessité de maintenir une grande confidentialité, ce que chacun comprend, mais que ceux qui sont les professionnels chargés de développer un système plus efficient demain puissent utiliser ces données. Pour l'instant, c'est toujours très difficile, et donc je crois qu'on a, en théorie au moins, la possibilité de mettre en place un système plus performant sur le plan de l'utilisation des ressources financières. Il faut qu'il y ait cette volonté, comme ça a été déjà dit tout à l'heure. J'espère que l'Assemblée nationale va aller dans ce sens, monsieur le député. Non, ce n'est pas l'exécutif. Nous pouvons faire des lois. Non, mais dans ce sens, pour pousser. Nous pouvons évaluer, nous pouvons contrôler, nous pouvons recommander, mais on n'engage pas de dépenses à l'Assemblée nationale. Non, j'entends bien, mais on voit bien que la tutelle est à la fois arbitre, dans ce monde-là, arbitre
et joueurs. Comme si tout d'un coup l'arbitre dans un match de foot se mettait à prendre le ballon pour aller tirer un but. Et donc qu'on garde à l'État le rôle de garant, de promoteur et de garant, et qu'il laisse faire les acteurs sur les territoires. Oui, enfin, c'est pas une révolution, c'est une mort annoncée de l'État français, ça. Et ça va être très difficile. Je suis un battant et j'espère qu'on va y arriver tous ensemble, mais il va falloir relever ses manches de façon à passer des déserts aux oasis de santé, où on retrouvera les professionnels avec les malades qui viennent, on arrosera, il y aura le puits, les dattiers, les palmiers vont pousser, les dattes tomberont et les caravanes passeront. Et j'espère qu'on y arrivera ainsi. Je voudrais vous poser une dernière question. Pendant ce temps-là, j'aurai des questions de la salle. Et voilà, le président de la République arrive là. Vous avez 3 mots à lui dire. Les uns après les autres, vous réfléchissez à ces 3 mots. Vous avez 3 mots, il vous serre les mains. Vous lui sortez 3 mots pour arriver à transformer ces déserts en oasis. Y a-t-il, en attendant, pendant que la table ronde réfléchit sciemment, y a-t-il des commentaires ou des... Oui, bien sûr, tout à fait. Oui, il faudrait un micro. Je ne sais pas si le micro marche, oui. Tiens. Oui, c'est très intéressant. Je remercie ceux qui ont organisé cette table ronde. Je regrette qu'il n'y ait qu'un médecin généraliste autour de la table. Voilà. Bon, ou 2 médecins généralistes. Nous faisons le plus beau métier du monde. On en est fiers. Moi, je suis spécialiste, donc en tant que spécialiste du fémur gauche, c'est facile. La médecine générale, on a tous fait des remplacements, c'est une médecine magnifique. Mais il faut qu'on arrête de lui marcher dessus. On a eu récemment sur des dysfonctionnements des urgences que tout le monde a vu, importe peu, c'est pas ça l'essentiel, la réponse de nos confrères hospitaliers, donnez-nous plus de moyens à nous, hôpitaux, en oubliant que ça aurait été peut-être bien s'il y avait eu des médecins de famille, de proximité, qui assurent la réponse. Donc arrêtons de dénaturer la médecine générale et de la dévaloriser. Donc je crois que cette médecine, il faut la mettre en avant. Il faut que notre pays donne aux jeunes l'envie d'aller dans nos campagnes. Pourquoi ils n'y vont plus? Il faut leur donner l'envie. Alors je vais donner un exemple, et n'ayons pas peur des gros mots. Je vais souvent au Québec, j'adore ce pays, et Dieu sait si la désertification médicale veut dire quelque chose là-bas. Une des solutions qui a été proposée, c'est un gros mot, ça va choquer, mais c'est comme ça, mais ça marche. Donc pour avoir des médecins qui prennent les gardes et qu'il n'y ait plus de déserts médicaux, les médecins sont payés 500 000 $ par an. Donc je veux dire, tout a un coût, mais ça marche. Et ça coûtera au final moins cher à la société. Pourquoi il n'y a plus de médecins chez moi en Lozère? Je suis limite Lozère et Gard dans les Cévennes. Il faut donner, il faut que la société reconnaisse ce travail isolé, difficile. Il faut que ces médecins soient considérés comme des médecins, pas comme les autres. Il faut les valoriser et les payer correctement. Mais vous avez raison, mais nous le disons tous les jours. Moi, j'en suis absolument convaincu. C'est le sel de la médecine, le médecin général, le médecin global, comme je dirais aujourd'hui, le MG, le médecin global. Et c'est très difficile à faire passer. Je suis d'accord, mais c'est le vrai combat. Oui, une dernière question. Parce que je voudrais faire un commentaire général. Oui. Pour répondre à notre confrère, je suis moi-même un ancien universitaire, interniste, chef de service, mais je m'intéresse à la médecine générale depuis près de 20 ans, puisqu'à l'Académie, on a créé la commission 16, dont le but était justement de promouvoir la médecine générale pour qu'elle puisse bénéficier des meilleures conditions d'exercice. Mais je voudrais me limiter maintenant à ce problème des déserts médicaux. Tout d'abord, dire que ce mot est un mot pervers, car on mélange des choses tout à fait différentes, et ça n'a rien à voir dans la Minas Gerais, où on nous a dit qu'il y avait 21 millions d'habitants pour 786 000 km², et encore à l'intérieur de ce vaste territoire, des anomalies très importantes, pas avec des villes, et des endroits où on a 3 habitants au kilomètre-carré. Donc tout ça, c'est très différent. Qu'est-ce que les déserts médicaux en France? Eh bien, il y a 36 sortes de déserts médicaux. Pardon, excusez-moi, mon cher collègue, allez à la question parce qu'on a déjà fini le temps. La question, c'est que je pense qu'on ne peut pas avoir une solution globale. On doit partir à chaque fois du terrain, ce qui était fait à l'ordre des médecins, ça on part de la géographie. Et les conditions sont très différentes. Merci. Si on cherche une solution globale, on va à l'échec. Donc cette solution doit être liée au territoire. On part de la géographie. Ça, c'est très important.
D'autre part, non, s'il vous plaît, on peut avoir un désert médical à l'intérieur de Paris pour des raisons économiques. Mon cher collègue, on a fini le temps. Il y a une dernière question. S'il vous plaît, je suis désolé, mais il faut être dans le temps. Oui, je voudrais... Voilà, dernière question. Si vous me le permettez, je voudrais d'abord féliciter cette table ronde et la compétence de chacun des intervenants. Mais j'avoue que je m'interroge. J'avoue que je m'interroge parce que je me demande l'impression que nous laissons à nos amis étrangers. Car ils ont des déserts médicaux parce qu'ils n'ont pas les moyens en hommes ni les moyens financiers. Et vous avez des déserts médicaux alors que vous avez des moyens en hommes et des moyens financiers. Vous ne trouvez pas que c'est paradoxal? Bien sûr, bien sûr. Alors maintenant, on l'a bien dit, bien sûr. Donc, Monsieur Emmanuel Macron est là, je vais le remplacer. Monsieur, bonjour. Monsieur le député, votre pitch en 3 mots. 3 mots. Organisé autour de la médecine générale ou de la médecine globale, en demandant aussi d'ailleurs que les médecins généralistes s'occupent de prévention. Deuxièmement, supprimer les clivages qu'il y a entre les établissements, la médecine libérale, etc. Troisièmement, développer la démocratie sanitaire, c'est-à-dire faire tout cela autour du patient, lequel doit être davantage écouté, car il a des propositions à faire. Merci. Bon, il n'est pas mon président. Hein. Mais si j'étais français, je dirais qu'il faut renforcer l'équipe médicale pour le patient, pour la famille, pas simplement le médecin, avec une évaluation des résultats, de façon à ce qu'on soit vraiment efficace. Et soyez ouverts à de nouvelles options, à de nouvelles technologies. Merci. Moi, je suis patient. Alors, la première chose, c'est qu'il faut déculpabiliser les ruraux. On n'a pas choisi forcément d'habiter au fin fond de la Nièvre, du Morvan, du Berry, et donc on cotise à cotisation égale et qu'on aimerait bien avoir des soins pour tous. Voilà. Donc ça, il faut pas oublier cette chose. La seconde, c'est que la généraliste est la meilleure des spécialités, et que quand des gens qui veulent faire des spécialités vont dans des maisons de santé, dans des stages, ils s'aperçoivent qu'ils ne sont pas simplement gériatres, mais qu'il y a plein d'autres choses. Et ça, ce sont des tests qui sont déjà en cours, et c'est très bien. Ensuite, on doit parler du budget de la santé et non pas du budget de la Sécu. Et le budget de la Sécu, on n'en parle que d'octobre à mi-décembre pour le PLFSS. Et après, on parle des dépenses de la Sécu. On parle du budget militaire, ça ne gêne pas, de programmation, mais le budget de la Sécu, c'est dépenses de Sécu. C'est fini. Docteur Bodino. Bonjour. D'abord, continuons les réformes dont on a besoin. Deuxièmement, continuer à simplifier les démarches administratives. Je crois que c'est fondamental. Et 3, investir dans le local, autant que faire se peut. Très bien. Docteur, vous pourriez mettre une petite cabine à l'Élysée sans le dire aux autres? Dès demain. Oui, Patrick Bouet. Penser investissement. Créer la proximité et la prise en charge en proximité, déstructurer l'organisation des établissements, soyez innovants. Parfait. Voilà. Monsieur le Président. Donc moi, ce que je voudrais en tant que médecin qui pratique la télémédecine, c'est la reconnaissance de ce que je fais, le financement et le travail en équipe renforcé. Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire, Monsieur le Président. Voilà, écoutez, vous avez le Shadow Cabinet.